Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 40e émission de Et si on parlait de sport? Avec Laurent Garnier et Nathan Coquille, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team. Et bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 40e émission, nous accueillons Nicolas Bayot, vice-président en charge du développement du district de football de Haute-Garonne, Didier Roch, président du club de football de Revel, et son directeur sportif, Cédric Garcia, Anna Ragnier et Mélissa Garcia, toutes les deux joueuses de bowling au Centre national d'entraînement de Toulouse, Patrice Serradei, directeur de la performance à la Fédération française en charge du suivi des équipes de France jeunes et adultes, ainsi que du Centre national d'entraînement aux Crêpes de Toulouse, et Bernard Pujol, membre du comité départemental de rugby et chroniqueur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et oui, le sommaire de cette émission, c'est du football. Avec le vice-président en charge du développement du district Haute-Garonne, nous vous proposerons un tour d'horizon de l'actualité en France et dans le département, avec notamment un retour sur la Coupe de France et le parcours du club de Revel en compagnie de son président et de son directeur sportif. En deuxième mi-temps, direction la Finlande, où se dérouleront les championnats d'Europe de bowling jeune 2024 qui se tiendront au célèbre Tali Bowling Helsinki du 23 mars au 1er avril. Avec deux joueuses issues du Centre national d'entraînement de bowling de Toulouse, nous aborderons tous les aspects de la compétition, la préparation physique et mentale, sport où la précision, la concentration et la stratégie sont essentielles. Le bowling est l'un des sports les plus populaires dans le monde. On estime à 100 millions de personnes qui jouent chaque année. Mais avant le coup d'envoi de cette 40e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant match. Et oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi, Laurent. Et on va démarrer par le biathlon, Pauline, un superbe week-end pour nos équipes de France. Coupe du Monde donc à Soldier Hollow aux États-Unis. Donc c'est le circuit aux États-Unis où nos Français sont partis disputer la compétition. Chez les femmes, malgré une petite erreur au tir couché, Justine Brézet-Boucher a été la plus rapide sur les skis et a remporté le sprint samedi devant la Norvégienne Ingrid Tendrevold, leader du classement général. Lou Jean Monod a pris, elle, la 3e place et Julia Simon la 7e. Dimanche, changement de parcours avec Lou Jean Monod qui cette fois-ci gagne la poursuite devant l'italienne Lisa Vitozzi, tandis que Justine Brézet-Boucher a complètement manqué sa course. 6 fautes, elle est 7e. Par contre, Julia Simon remonte sur le podium et elle complète avec la 3e place. Chez les hommes, superbe victoire d'Éric Perrault qui a d'accrocher sa première victoire en Coupe du Monde lors du sprint et Émilien Jacquelin complète le podium sur la 2e marche du podium. Toujours en biathlon, mais cette fois c'est le para-biathlon avec les mondiaux qui se sont déroulés à Prince George au Canada. Benjamin Davier se part d'argent sur l'individuel et Anthony Chalençon et son guide Florian Michelon décroche la plus belle des médailles sur l'individuel dans une autre catégorie. On passe au ski alpin maintenant avec la Coupe du Monde à Åre en Suède. Michaela Schifrin a fait un retour victorieux à la compétition en remportant le slalom dimanche. Elle assure ainsi le petit globe de cristal de la discipline. Marion Chevrier, seule française en liste pour la seconde manche, a grimpé elle de 6 places pour finir 24e. Et en ski de fond, la Coupe du Monde à Oslo en Suède, Johannes Klebe a remporté le 50 km classique au sprint dimanche devant ses compatriotes Martin Nianguet et Paul Goldberg. Pour sa dernière course en Coupe du Monde, le Français Maurice Magnificat s'est classé 47e, 17 ans après sa première course en Coupe du Monde, le plus titré défendeur tricolore avec 4 médailles olympiques, 4 médailles mondiales, 36 médailles en Coupe du Monde, a fait ses adieux sur le 50 km d'Oslo. Transpercé par l'émotion, ému comme jamais, Maurice Magnificat, 37 ans, a été acclamé par le public d'Oslo au moment de boucler son 50 km. Et oui, il a même versé une petite larme. Et bravo à ce magnifique coureur de fond. On passe au combiné nordique, donc à la Coupe du Monde à Oslo en Suède. Jarl Magnus Rieber a consolidé sa domination écrasante sur la Coupe du Monde de combiné nordique en remportant les 2 épreuves du week-end. Le Français Matteo Bod a terminé 10e. On va passer cette fois à la boxe avec les poids lourds. L'Anglais Anthony Joshua a remporté
remporté sa victoire sur le Camerounais Francis Ngannou par KO au deuxième round vendredi soir à Riyad, en Arabie Saoudite. Il vise maintenant à affronter le vainqueur du championnat du monde des lourds entre Tyson Fury et Alexander Usyk, prévu pour le 18 mai. Oui, impressionnant, et on passe en MMA maintenant avec le Français Benoît Saint-Denis qui n'a pas réussi son pari et a subi lui aussi un KO. Malgré un premier round brillant, le Français a subi la puissance de Dustin Poirier dans la deuxième reprise. Un uppercut du gauche et un crochet du droit à la pointe du menton ont eu raison du God of War. Et toujours en MMA mais en PFL, le main event de la soirée PFL Paris de jeudi soir, extrêmement attendu à l'Accor Arena, a vu Benzakour Shamsoudinov, de son surnom Baki, s'imposer par arrêt de l'arbitre dans la troisième reprise. Une décision qui fait suite à une blessure semble-t-il minime de Doumbé au pied. Et en escrime, parlons du Grand Prix d'épée de Budapest. Victoire de Yannick Borel, premier succès sur un Grand Prix d'épée depuis 2 ans pour notre tricolore qui fait le plein de confiance. En tennis maintenant, l'ATP BNP Paribas Open Indian Wells. Hugo Humbert, 14e mondial, a trouvé les ressources pour éliminer l'Américain Patrick Tipson au deuxième tour, 6-4, 6-4. Notre Gaël Monfils a sorti une grosse perf, comme on dit, au deuxième tour samedi en évinçant le 8e joueur mondial, Hubert Hurkacz, en 3-7, 6-0, 6-7 et 6-2. On passe chez les dames avec le WTA 1000 d'Indian Wells. Caroline Garcia et Diane Paris ont rallié samedi le 3e tour. C'est fini en revanche pour Clara Burel, battue de justesse par Coco Gauff, et pour Océane Dodin, éliminée par Daria Kazakhnika. Et en badminton, parlons des internationaux de France alignés en double homme. Lucas Corvet et Ronan Labarre n'ont pas existé face à leur adversaire danois Kim Astrup et Anders Scharup Rasmussen et se sont fait sortir en 2-7, 21-9, 21-10 jeudi en 8e de finale. On passe au golf maintenant. Blue Bay LPGA sur l'île d'Henan en Chine. Dimanche s'est disputé le 4e tour. En feu, Bailey Tardy n'a laissé aucune chance à ses concurrentes et s'est logiquement imposée. De son côté, notre Française Céline Boutier n'a pas réussi à intégrer le top 10. Et à Puerto Rico, l'Open PGA Tour, au terme d'une formidable partie, notre Français aussi, Victor Pérez, est allé chercher dimanche la 3e place. Et en natation, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Petit clin d'œil à notre champion régional, Léon Marchand, qui s'illustre dans le championnat universitaire. Le nageur français qui représente l'université Arizona State a remporté coup sur coup le 500 yards nage libre jeudi, record universitaire à la clé, le 400 yards 4 nages vendredi, puis le 200 yards brasse samedi. Ouais, alors attends Pauline, le yard ça vaut combien maintenant ? Alors un yard le yard c'est une unité de mesure de la longueur anglophone et un yard correspond à 0,9144 mètres. Et ben voilà pour nos auditeurs, comme ça on peut faire la péréquation et savoir combien notre Français a nagé pour gagner tous ces records. On va passer au cyclisme Paris-Nice, le fameux classique de Paris-Nice avec une victoire de Matteo Jorgensen de Visma, l'équipe Visma. Il a remporté le classement général dimanche et à l'issue de cette dernière étape qui a été elle gagnée par son dauphin Remco Evenepoel de Soudal, Quick Step. Et en volleyball et la Marmara Spike League, lors de la 24e journée, Montpellier s'impose à Narbonne 3-1 et partage la 3e place avec Tourcoing. Dans les autres rencontres de la journée, on signalera la détermination de 7 à domicile qui s'est accroché pour infliger sa 9e défaite au Tourangeau, pourtant 5e du classement 3-1. Sans surprise, Toulouse a dominé Saint-Jean-d'Iliac 3-0. Et en Liga féminine, pareil pour la 24e journée de championnat, Béziers a été battu par Mulhouse, 4e du classement, dans un match accroché 3-2. On passe au handball avec Licky Molly Star League, 20e journée, Montpellier tout en maîtrise contre Limoges 36-34. Toulouse s'est rapproché du podium et de cette 3e place occupée par les Montpelliérains en dominant Nîmes 38-28. Et en foot féminin, la demi-finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain écarte le Paris Football Club au tir au but et se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Dans l'autre demi-finale, c'est Fleury qui réussit l'exploit de sortir Lyon. Les Floria-Cumoises ont résisté dans le temps réglementaire avant de dominer le tenant au tir au but 5-4 grâce à leur gardienne Ngazi. Et oui, le tenant c'était Lyon et donc on a effectivement les Floria-Cumoises. Il fallait le sortir, c'est un nom assez impressionnant. Bravo à ces jeunes de Fleury parce que c'est un exploit. On reste dans le football maintenant et on est en Ligue des Champions. On va revenir rapidement mais c'est important de le situer quand même. Après sa victoire 2-0 à l'aller, donc le Paris Saint-Germain a encore battu la Real Sociedad mardi soir 2-1. Le club de la capitale passe le stade des 8e de finale de la Ligue des Champions pour la première fois en 3 ans. En Ligue Europa, Marseille a pris une option sérieuse pour la qualification en quart de finale en infligeant une large défaite à Villarreal en 8e de finale aller de la Coupe de la Ligue Europa 4-0. On passe maintenant, on revient sur la Ligue 1. Donc en France, Montpellier a tenu défensivement face à Nice 2-1 grâce aussi à un dernier arrêt décisif de Benjamin Lecomte dans le temps additionnel. Le Havre relève la tête en battant le TFC. Les Violets décevants ont été réduits au silence 1-0. Et enchaînons
continuons avec le rugby à 15, le tournoi destination. Les Italiens ont remporté leur première victoire dans le tournoi destination en battant l'Écosse 31-29 à Rome en ouverture de la 4e journée. L'Irlande a quelques instants d'une victoire à Twickenham qui lui aurait assuré la victoire dans le tournoi destination 2024, a été vaincue par l'Angleterre sur une drop à la dernière seconde de Marcus Smith, 23-22. Et dans un match plaisant, les Bleus ont renoué avec la victoire en s'imposant avec le bonus offensif 45-24 à Cardiff contre le Pays de Galles pour clôturer la 4e journée du tournoi dimanche. On attend le crunch maintenant, le crunch qui aura lieu dimanche prochain. C'est ça, en espérant une victoire à nouveau des Bleus. Et passons au top 14 où le Loup s'est battu jusqu'à la dernière seconde pour obtenir le bonus offensif 34-19. Castres, qui a perdu Baptiste Cobb sur blessure, a fait preuve de trop d'indiscipline pour espérer l'emporter. Dans des conditions de jeu compliquées, Montpellier s'est imposé sur la pelouse face à l'Union Bordeaux-Bègles 10-3 et Perpignan enchaîne un nouveau succès à domicile face à Toulouse 27-17. Et on va terminer avec la Pro D2 pour le compte de la 23e journée. Surprise, les 2 premiers au classement de Pro D2 ont été battus vendredi. Vannes à domicile 7-17 par Grenoble et Béziers et Adax 57-20. Biarritz fait une belle opération et sort de la zone rouge à la faveur de son succès 33-19 face à Montauban. Grâce à ce succès, 22-15 face à Mont-de-Marsan, Colomiers se relance dans la course à la phase finale. Et on va passer à la voile olympique, puisque bien sûr nos athlètes se préparent pour les JO. Et donc il y avait les championnats du monde à Lanzarote en Espagne. Erwan Fischer et Clément Pékin ont remporté dimanche le premier titre mondial tricolore en 49er, deuxième du test event à Marseille en juillet. Ils confirment leur potentiel et font un très grand pas vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Passons à la MotoGP, le Grand Prix du Dakar. Le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, sur Ducati, a remporté la première manche de la saison dimanche. Il a devancé Brad Binder sur KTM et Jorge Martin sur Ducati Pramac. Les Français, Fabio Quartararo sur Yamaha et Johan Zarco sur Honda LCR, n'ont pas réussi à se classer dans le top 10. On passe en automobile, en F1 Academy et là, place aux dames. Ça se passait à Jeddah, Arabie Saoudite, juste avant le Grand Prix Formule 1. Début idyllique pour Dorian Pin qui s'impose sur les 2 courses du week-end. La pilote française de l'écurie Prema, soutenue par Mercedes, après avoir signé les 2 pôles des 2 séances de qualification, s'est également imposée dans les courses qu'elle a maîtrisées du début à la fin. Et terminons ces résultats toujours avec de l'automobile et la Formule 1 masculine, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Red Bull a dominé le Grand Prix samedi avec la victoire de Max Verstappen devant Sergio Pérez. Charles Leclerc sur Ferrari complète le podium. Son coéquipier Olivier Biermann, 18 ans pour sa première course en F1, a fini 7e. Merci Pauline pour ces résultats. Place à la nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 2012 à 2021. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Laurent Garnier et Bernard Pujol. Et cette semaine, nous vous proposons un survol des éditions de 2012 à 2021, un voyage qui nous conduira de Londres à Tokyo en passant par Rio. Et on va commencer avec toi Bernard, avec les Jeux de Londres qui se sont déroulés donc en Angleterre en 2012. Pour Londres, à cette époque-là, l'organisation des Jeux Olympiques a représenté un défi très important par rapport à l'économie considérable, en particulier dans un contexte de crise financière mondiale. Cependant, malgré les craintes initiales concernant les coûts et les retombées économiques, les Jeux de Londres ont été un succès retentissant. Au-delà de l'aspect économique et social, les Jeux Olympiques de Londres ont été un triomphe sur le plan sportif. Des athlètes comme Usain Bolt, le Jamaïcain, Michael Phelps, Jessica Ennis-Hill ont marqué l'histoire olympique avec leurs exploits remarquables, devenant des symboles d'inspiration et de détermination. Sur le plan sportif, Michael Phelps, toujours là, déjà une légende vivante avant les Jeux de Londres, a ajouté à son palmarès 4 médailles d'or et 2 d'argent. Ses performances magistrales dans le relais 4x200 mètres nage libre et dans le 200 mètres papillon resteront dans les annales et les images du sport. Le Jamaïcain Usain Bolt, très rapide, a une fois de plus électrisé le monde avec ses performances éclairantes sur la piste. L'athlète facétieux jamaïcain a défendu avec succès ses titres olympiques du 100, 200 et relais 4x100 mètres, devenant ainsi l'un des rares athlètes à réaliser cet exploit. David Rudisha a établi un nouveau record du monde époustouflant dans le 800 mètres masculin. L'athlète kényan a couru en un temps stupéfait de 1 minute 40 secondes 91 centièmes, pulvérisant ainsi le record précédent. Mo Farah
est devenue une véritable icône du sport britannique en remportant 2 médailles d'or dans les épreuves de course de fond. Le coureur britannique d'origine somalienne a dominé le 5000 et le 10 000 mètres. Bradley Wiggins a réalisé un exploit rare en remportant à la fois le Tour de France et une médaille d'or aux Jeux Olympiques cette même année. Serena Williams, la sœur, victorieuse un mois auparavant d'un 4e Wimbledon en simple, remporte comme en 2000 et 2008 le titre en double avec sa sœur ainsi que le simple. Côté français, on retiendra le triomphe de l'équipe de France de handball. Les Barjots, ou je ne sais pas quelle était l'édition, mais on s'en rappellera, tellement ils nous ont illuminés et nous ont fait plaisir. Champion olympique en titre qui conserve son titre face à la Suède. Romain Lavillenie a inscrit son nom dans les annales olympiques en remportant la médaille d'or au saut à la perche, avec un saut époustouflant de 5,97 m. Il a non seulement décroché la médaille d'or, mais il a également établi un nouveau record olympique. Tony Estanguet, toujours là, encore lui, a ajouté une autre médaille d'or à son impressionnant palmarès olympique en remportant l'épreuve de slalom en canoë monoplace, C1. Émilie Fer a fait vibrer la France en remportant la médaille d'or en kayak monoplace, slalom. Teddy Riner, le colosse du judo français, a confirmé sa domination sur la scène mondiale en remportant la médaille d'or en plus de 100 kg. Lucie Descosses a brillé, elle, en remportant la médaille d'or dans la catégorie toujours judo des moins de 70 kg. Florent Manodou, le frère, a créé la surprise en remportant la médaille d'or sur 50 mètres nage libre. Yanni Cagniel, autre nageur, a remporté l'or sur 200 mètres nage libre et a contribué à la médaille d'or du relais 4 fois 100 mètres nage libre. Tandis que Camille Buffat a décroché l'or sur 400 mètres nage libre et l'argent sur 200 mètres nage libre, marquant ainsi leur domination dans le bassin olympique. Julie Bresset a fait sensation en rapportant la médaille d'or en VTT cross-country. Et maintenant, on va partir dans la lumière. Oui. Oui, on passe à Rio, tout à fait, mon cher Bernard. On est à Rio, au Brésil, donc bien sûr, on peut rêver Rio, Copacabana, forcément, ça fait rêver. Des Jeux Olympiques d'été qui se déroulent en Amérique du Sud pour la première fois, et c'est la 3e fois qu'ils se tiennent dans l'hémisphère sud, après Melbourne en 56 et Sydney en 2000. Un contexte un peu difficile quand même à l'époque, une grosse crise économique, donc c'est difficile d'arriver dans ce pays. Mais malgré tout, les Brésiliens, ils aiment faire la fête, ils veulent que ça se passe bien et ils ont tout fait pour que ça réussisse. Alors, on va retenir sur le plan sportif le nageur américain, toujours lui, Michael Phelps, une fois de plus brillé en devenant l'athlète le plus médaillé de l'histoire olympique avec 5 titres olympiques et une médaille d'argent. Il porte son total à 23 titres olympiques, dont 13 en compétition individuelle et 28 médailles au total. Une performance qu'on peut saluer parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Cathy Ledecky, également américaine, a dominé en natation et en réalisant, elle, le triplé 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres nage libre, remportant au total 5 podiums. En gymnastique artistique, Simone Biles a égalé le record de médailles d'or sur une seule édition des Jeux avec 4 victoires, tandis que le japonais Kohei Ishimura a remporté le concours général individuel et par équipe. Le sprinter, toujours le même, jamaïcain Usain Bolt, a une fois de plus fait sensation en rééditant ses exploits de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, avec un 3e triplé, 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Une performance jamais réalisée dans l'histoire olympique. Ces 9 médailles d'or en athlétisme lui permettent de rejoindre Paavo Nurmi et Carl Lewis au sommet du palmarès olympique dans son sport. Les Jeux de Rio ont également été marqués par des moments historiques comme la première médaille d'or olympique remportée par un athlète kényan dans une épreuve de marathon, grâce à la victoire d'Eliud Kipchoge, ou avec le Britannique Jason Kenny remportant 3 médailles d'or dans les épreuves cyclistes de vitesse, ou encore en canoë-kayak en sprint, la Hongroise Danuta Kosa qui a également brillé en remportant 3 titres, et en lutte féminine, la Japonaise Kaori Icho qui remporte son 4e titre olympique consécutif dans la même épreuve. Voilà pour la partie un petit peu internationale. Côté français, bien sûr, nos athlètes tricolores ramènent 42 médailles avec 18 médailles d'argent, 14 de bronze et 10 titres olympiques. La France termine à la 7e place finale au tableau des médailles. L'athlétisme et la boxe ont été des contributeurs majeurs au succès français à Rio, accumulant à eux deux 12 médailles, soit 6 pour chaque délégation.
En athlétisme, cette performance est une première depuis 1948 avec les remarquables médailles d'argent remportées par Mélina Robert-Michon et le décathlonien Kevin Miller. La boxe a remporté les 2 titres olympiques du couple Tony Yoka, plus de 90 kg, et Estelle Mosley en moins de 60 kg. L'équitation a renforcé son statut avec 2 titres de par équipe au concours complet et au saut d'obstacles par équipe, une médaille d'argent. La voile, le judo et l'escrime ont également contribué à afficher leur excellence, tout comme le handball qui a doublé sa performance à Rio sans toutefois décrocher cette fois-ci le titre olympique. Teddy Riner a ajouté un 2e titre olympique historique en plus de 100 kg et Émilie Andéol, en plus de 78 kg, a décroché la médaille d'or en immobilisant la championne olympique en titre, la cubaine Idalis Ortiz. Denis Cargo a suivi les traces de Tony Estinguet en remportant le titre en C1 en canoë-kayak, tandis que le duo Jérémy Azou et Pierre Ouin ont décroché l'or en aviron 2 de couple poids léger. Élodie Clouvel est devenue la première médaillée française en pentathlon moderne avec une médaille d'argent. Voilà pour ce fameux passage à Rio. Et de Rio, on enchaîne, on traverse et on se retrouve en 2021 à Tokyo, au Japon. Et oui, des Jeux Olympiques de Tokyo perturbés, initialement prévus en 2020 et reportés en 2021 d'un an en raison de la pandémie du Covid-19. Ils ont été marqués par des préoccupations persistantes concernant la sécurité sanitaire des athlètes et le risque de propagation du virus à travers les voyageurs internationaux. Enjeux environnementaux et climatiques, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont cherché à mettre en œuvre des mesures environnementales et à promouvoir des pratiques durables dans la planification et l'organisation des événements. Alors sur le plan sportif, l'Américain Caleb Dressel a brillé dans les épreuves de natation, remportant 5 médailles d'or, dont celle du 50 mètres nage libre, du 100 mètres nage libre et du relais 4 fois 100 mètres nage libre. Le Hongrois Christophe Milak a établi lui un nouveau record olympique dans l'épreuve du 200 mètres papillon. Le Britannique Tom Dean a remporté l'or dans l'épreuve du 200 mètres nage libre, apportant une victoire importante pour le Royaume-Uni. En athlétisme cette fois, la Jamaïcaine Helen Thompson-Hera a remporté l'or dans les épreuves du 100 mètres et du 200 mètres, réalisant un doublé record olympique dans ces 2 épreuves. Le Norvégien Karsten Warholm a établi un nouveau record du monde dans l'épreuve du 400 mètres et masculin en remportant la médaille d'or. Nouveau record du monde dans l'épreuve du triple saut féminin avec Yulimar Rojas, qui est devenue la première femme à franchir la barre des 15 mètres dans cette discipline. Laurel Hubbard, une haltérophile néo-zélandaise, est devenue la première athlète transgenre à concourir aux Jeux Olympiques, marquant ainsi un moment historique dans le sport. Et alors côté français, Clarisse Agbenenou a remporté la médaille d'or en judo dans la catégorie des moins 63 kg, ajoutant à son palmarès une médaille olympique tant désirée. Exploit monumental, la France est devenue la première nation à remporter l'or olympique dans l'épreuve mixte de judo. Les Bleus ont réussi une performance fantastique en dominant les Japonais 4-1 au Nippon Budokan. Romain Canon, une sacrée surprise en or. L'épéiste français a rapporté sa finale et le titre de champion olympique. Fleuré par équipe homme, les Français tiennent leur revanche de Rio en 2016 et sont sacrés champions olympiques. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias se sont imposés en aviron de couple pour décrocher la médaille d'or à l'issue d'une superbe finale au tir au pistolet rapide à air comprimé à 25 mètres où il a égalé la meilleure performance olympique. Jean-Guy Campois, vice-champion olympique de Rio 2016, a remporté l'or. Steven Dacosta a remporté la médaille d'or historique lors de la première apparition du karaté aux Jeux Olympiques dans la catégorie de kumité des moins de 67 kg. En 2 jours, le handball français a tout raflé et s'est installé sur le toit du monde avec un doublé historique et le titre de champion olympique des équipes de France de handball féminin et masculin, et extase de haute volée pour l'équipe de France de volleyball masculin qui devient championne olympique pour la première fois de son histoire. Et oui, donc on va renoter simplement cette victoire de judoka parce que faut savoir qu'on était à Tokyo, on était au Japon et que les Japonais avaient s'arrangé pour créer cette nouvelle compétition par équipe. Ils étaient sur leur terrain et là, nous les Français, on a été les battre sur leur tatami. Cette finale, ce temps fort a été impressionnant et il s'est vraiment passé quelque chose dans ce dojo, comme on dit. Nos amis japonais, c'était difficile de perdre. L'Empire a tremblé. L'Empire a tremblé. Voilà, donc c'était toutes ces chroniques que l'on voulait vous faire revivre avec bien sûr des choix éditoriaux que l'on a fait et c'était difficile de raconter tout en quelques temps. Nous avions le plaisir avec Bernard et Pauline de vous proposer ce petit rétro-pédalage, on va dire, sur toutes ces éditions. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est fait plaisir
plaisir à vous ressortir toutes ces informations-là pour vous préparer au mieux à ces fameux Jeux Olympiques qui arrivent. La prochaine chronique spéciale Jeux Olympiques, eh bien, on vous parlera un petit peu de comment fonctionne ce comité international olympique, comment il organise, comment il gère. Ça sera l'objet de notre prochaine chronique. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, ce fameux livre que nous vous proposons, qui est un livre bible, on va dire, l'équipe 100 ans de jeux 2024, de 1924 à 2024 aux éditions Solar. N'hésitez pas à vous le procurer. Nous, ça fut un plaisir de pouvoir travailler à travers ce recueil. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Nicolas Bayod, Didier Roch et Cédric Garcia. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Bayod, vice-président en charge du développement du district Haute-Garonne, Didier Roch, président du club de foot de Revel, et Cédric Garcia, le directeur sportif du club. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Nicolas, avant d'aborder le parcours du club de Revel en Coupe de France, je te propose de faire un tour d'horizon sur le football en Haute-Garonne, les actions, les initiatives et les objectifs pour la fin de saison. Oui, alors le football en Haute-Garonne, déjà on a eu un événement jeudi dernier, donc avec notre collectif Respecter mon sport, donc je sais que Laurent était présent. Ensuite, comme autre actualité, on va y venir, mais sur ce début d'année, on a eu le club de Revel qui est avec nous ce soir, qui a fait un magnifique parcours et qui a mobilisé un territoire derrière lui. Et on va dire c'était vraiment une très très belle actualité. C'est le football qu'on aime. Et puis enfin, pour rester sur ce côté sportif, on a 3 clubs en National 3 qui sont bien engagés, qui sont toujours en course, notamment Castanet avec Blagnac, Castanet qui est leader de son championnat, pour accéder à la National 2. Donc on a Colomiers qui est un petit peu derrière, mais qui reste en embuscade. Donc on ne désespère pas avoir un club haut-garonnais à un échelon supérieur la saison prochaine. Et au niveau des objectifs fin de saison, tu as des choses par rapport à l'action globale sur la Haute-Garonne? En fait, les objectifs aujourd'hui pour le district, en premier lieu, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment le lancement d'un groupement d'employeurs. Ensuite, si on reste sur le plan sportif, on va avoir la finale départementale des U13 garçons et filles qui aura lieu début avril. Et puis à côté de ça aussi la journée nationale des débutants qui est une fête du football pour nous au mois de juin. Sans oublier notre lutte contre les incivilités autour des terrains, voilà, qui est un fil rouge avec l'opération Touche pas à mon foot et avec les autres sports Respecter mon sport. Alors ça c'est passionnant, mais on voudrait juste revenir un peu sur le sport maintenant, rapidement, pour tous les trois, à la limite, un petit commentaire sur les derniers résultats quand même du numéro 1 local, on va dire, sur le TFC, son parcours en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Voilà, votre impression, comment vous avez vécu ça en supporter, j'imagine, quand même. Je vais poursuivre rapidement. Vraiment un super parcours, notamment en Coupe d'Europe. Ils ont fait vibrer la ville, ils auraient dû passer au tour suivant. Et maintenant, on espère la plus belle fin de saison possible. Alors, Monsieur le Président, un petit mot. Oui, j'ai eu la chance d'assister à la finale en direct. J'étais au Stade de France et on était là, les supporters du TFC, on se regardait, on n'en revenait pas. Puisque, rappelez-vous, au bout d'un quart d'heure, on menait 3-0. C'était magnifique, une magnifique soirée. Et puis c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, ils nous ont vraiment surpris le soir où ils ont tapé Liverpool. C'est vraiment magnifique, une soirée excellente. Bon, après, le championnat, il est ce qu'il est. Là, on avait repris beaucoup d'espoir avec 3 victoires d'affilée. Malheureusement, ils ont chuté ce week-end au Havre, si je ne me trompe pas. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, on est très, très satisfait quand même de ce que fait le TFC et on est tous derrière eux. Et alors, le directeur sportif, il en pense quoi, lui? Pareil, je rejoins mon président et Nicolas. C'est vrai que ce parcours en Coupe d'Europe, ça amène une vraie effervescence au niveau de la région et tout le monde s'engouffre derrière ça pour pouvoir soutenir notre club régional, quoi. Merci. Didier, Cédric, vous êtes président et directeur sportif du club de foot de Revel. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours respectif? Comment devient-on président d'un club de foot et directeur sportif? Alors, je commence. Honneur au président, comme on dit. Président, pour être tout à fait sincère, c'était pas programmé. Je suis rentré au club de Revel comme beaucoup d'éducateurs pour accompagner
mon fils qui se débrouillait bien dans un club un peu plus petit. Donc je suis arrivé dans ce club à la saison 2009-2010 et j'ai été éducateur pendant 8 ans de la catégorie U15. Bon, après j'avais pris un peu de recul avec le terrain et j'étais responsable du projet club. Et le président en place avait signifié qu'il voulait arrêter en fin de saison. Et ils ont pensé à moi. Au début, j'ai été un peu surpris. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et ça sera ma 5e saison. J'apprécie énormément ce club et le travail qu'on fait. Et quand Cédric, je vais lui laisser la parole, a mis un terme à sa carrière, je lui ai demandé de me rejoindre pour venir m'épauler en tant que directeur sportif, puisque je vais lui laisser la parole, il a un réseau énorme. Mais du coup, moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis au club de Revel. Et j'ai été gardien et capitaine donc, pendant 18 saisons. Et il y a 2 ans, j'ai décidé donc d'arrêter. Et Didier m'a proposé donc de le rejoindre au niveau de l'encadrement, donc avec ce rôle de directeur sportif, que j'ai pris donc de suite avec passion. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que voilà, on profite un peu de nos réseaux pour pouvoir étoffer notre effectif. Et pour pouvoir arriver à des choses comme il nous est arrivé sur cette saison, on en rentrera un peu plus en détail après. Mais voilà, le but c'est de bâtir une équipe compétitive qui puisse répondre à la R1 qui est notre gagne-pain tous les jours et à faire des parcours en Coupe de France ou en Coupe d'Occitanie, mais aussi de faire, on va dire, regarder un peu tout un projet club en fait, sur ma partie à moi qui est tout le foot à 11. Et après on se divise avec Franck Angelini qui fait partie d'une commission sportive à laquelle on a créé avec Didier, qui gère toute la partie du foot à 8. Et justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parlez-nous du club de Revel, où ça se situe, l'histoire du club et son actualité, notamment en ce qui concerne le championnat. Alors Revel se situe à l'est de Toulouse, 50 km à l'est, dans le Lauragais. Donc c'est un club un peu petit, on est 400 licenciés, voilà, plus ou moins chaque année. Donc de U6 aux vétérans, on a une 20aine d'équipes, puisqu'on représente toutes les catégories, puisque la Haute-Garonne a ce point particulier où il y a des tranches générationnelles. C'est-à-dire par exemple par Haute-Tarn, où c'est en tranche de 2 ans. La Haute-Garonne, Nicolas, c'est bien ça. C'est des U14, U15, U16, U17. Donc voilà. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que suivant les territoires, aujourd'hui, il y a des championnats par année d'âge où, un petit peu comme ça se faisait dans un temps un petit peu plus lointain, U15, U17. Et maintenant, on est parti sur des compétitions U15, U16, U17, tout simplement parce que il y a un volume de joueurs qui est plus important sur notre territoire et qui nous permet d'avoir ce type de pratique. Mais ça n'empêche pas un club de ne pas avoir, par exemple, d'équipe en U14, mais d'inscrire cette équipe en U15 avec des jeunes qui sont U14 et U15. Ce qu'on appelle le surclassement, donc. Oui, avant c'était la catégorie U15, il y avait des U14 et des U15 qui participaient. Aujourd'hui, on a juste rajouté la catégorie U14 qui est propre à cette génération, qui va pouvoir ensuite enchaîner avec des règlements d'accession aussi qui sont différents par rapport à ce qui se faisait auparavant. Alors bien sûr, on vous a aussi fait venir concernant la Coupe de France et particulièrement ce match face au PSG. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Tous les deux, parce que je pense que ça s'est fait à 2 cette histoire, donc n'hésitez pas. Cédric l'a vécu plus de l'intérieur que moi, puisque moi j'étais un peu plus... T'étais plus proche des joueurs ? Ouais, disons que les premiers tours, c'est des premiers tours, on va dire, départementaux et régionaux, donc on a passé différentes étapes. C'est vrai qu'on a eu des difficultés sur les premiers matchs contre Compense notamment, où on se qualifie de justesse. Après, derrière, on enchaîne avec un déplacement à Rivesaltes, enfin, des tours un peu, on va dire, complexes en termes de match, parce que bon, voilà, on est l'équipe de R1, on est reçu par le petit qui à chaque fois veut battre le gros. Nico me contredira pas sur ça. Et du coup, des premiers tours qui sont compliqués, et puis après on arrive à des tirages où on prend Guérande, on se retrouve là où automatiquement on peut, la particularité qu'on a, c'est qu'on pouvait prendre donc 2 gardiens en Coupe de France. Sur les premiers tours, on partait avec un groupe avec juste un gardien qui est mon frère, et donc à partir de ce tour-là, je crois que c'était le 6e, Guérande, où le coach a décidé de prendre un second gardien, et la problématique chez nous, c'est que tous les gardiens sont mutés, donc c'est moi qui ai fait le rôle de 2e gardien après 2 ans de retraite. Donc j'ai pas eu, si ce n'est à faire un match cette saison à R1 pour pallier l'absence de mon frère, mais après voilà, j'ai suivi l'aventure avec eux dans le groupe. Donc Guérande, une qualification à l'extérieur avec un déplacement la veille, comme tout joueur de foot amateur rêve de faire, avec un départ la veille, dormir à l'hôtel, etc. Un vrai week-end de
sportif, avec un bon résultat au bout pour nous. Derrière un tirage avec Blagnac à domicile, donc c'était une première pour nous d'organiser un match avec autant de demandes et de supporters. Qualification, et le lundi soir, du coup on se retrouve dans notre clubhouse, présent pour le tirage au sort des 32e de finale. Donc déjà, c'est une vraie fierté d'apparaître dans les différents groupes. Didier vous racontera parce qu'il était présent, lui, ce soir-là. Moi, je l'ai vécu avec les joueurs, donc on était au siège. Et puis voilà, quand dans l'après-midi, le groupe il tombe, vous apparaissez dans le groupe du PSG. Je sais même plus que les autres équipes y avaient, tellement on était focus sur le PSG. Et puis quand le tirage tombe et que c'est le PSG... Alors l'ambiance, c'est quoi? Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est exceptionnel. Les gens ne comprennent pas pourquoi on est content de prendre le PSG, parce que tout le monde se dit ils vont se faire sortir. C'est des fadas, on se dit. Mais pour nous, c'était le gros lot, quoi. On ne pouvait pas rêver mieux. En termes de footballeur amateur, on reçoit ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le top 3, on va dire, européen, avec Mbappé qui génère énormément de demandes, énormément de sollicitations. Donc à partir de là, il y a eu une vraie effervescence qui est montée jusqu'au 8 janvier. Donc on est rentré dans une phase de 3 semaines où on est ascenseur émotionnel entre les médias, parce que déjà, premièrement, la vidéo qu'on a fait le buzz. Donc automatiquement, dès le lendemain, les médias ont cherché à vouloir prendre l'info, etc. Puis après, nous, on s'est mis dans le côté organisation, préparation. Il fallait trouver un stade, j'imagine. C'est ça. Et puis c'est surtout que le laps de temps, il est réduit. Il y a 3 semaines entre le moment où vous apprenez que vous prenez le PSG et le moment où vous devez jouer, quoi. Donc entre 3 et 4 semaines, les fêtes. Et comment ça se passe justement pour trouver un stade, Didier? Parce que spontanément, ça marche comment? Déjà, on a de très bonnes relations avec nos élus. Et dès le lendemain, le lundi, après le tirage, là, on a eu une première réunion à la mairie. Et les élus ont proposé de prendre en charge la recherche du terrain, parce qu'il fallait un stade. Et ils nous ont demandé notre premier choix. C'est le choix, on nous l'a reproché par la suite, mais moi je ne regrette pas, j'assume. On a préféré Pierre Favre pour la proximité avec Revel. Et puis, on connaît bien ce stade, puisque moi personnellement, je suis supporter du CO aussi. Et c'est un stade très chaleureux où on est proche des joueurs. On savait que ça allait être sympa. Et ce qui m'a aussi fait pencher un peu la balance, c'est que j'étais au tirage à Paris avec Sébastien. Et dès le premier soir, on a rencontré Damien Comolli, qui nous a parlé un peu du stadium. Et notre crainte, c'était de ne pas le remplir, parce qu'on se disait que si on jouait dans un stadium avec 15 000 personnes, ça allait un peu sonner creux, tandis que Pierre Fabre avait 10 000, il était plein, et c'était vraiment une soirée réussie, quoi. Après, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Cédric, comme je viens de vous dire, on était avec Sébastien là-bas, et on a compris de suite que le ciel nous était tombé sur la tête, parce qu'on est arrivé dans cette salle de réunion pour le tirage, là, personne ne nous connaissait évidemment, et donc personne ne nous parlait. Et puis dès qu'il y a eu le tirage, en rien de temps, on était sollicité par RMC, l'équipe, tout. On a compris, tout le monde venait nous voir pour nous dire mais où c'est Revel. Donc on a compris que là, ça allait aller très très vite et on a été pris dans un tourbillon. Maintenant, on sait que c'est en Haute-Garonne et que vous avez fièrement défendu les couleurs de la Haute-Garonne. Et après un tel parcours en Coupe de France, surtout en affrontant le Paris Saint-Germain, quel regard les gens portent-ils sur le club de Revel aujourd'hui? Je pense qu'on s'est pas mal débrouillé dans la communication et dans l'organisation, puisque les retours sont quand même positifs. Vous avez fait le buzz, hein, c'est sûr. Hein, ça s'est senti quand même. Hein. Dans la com, on s'est bien débrouillé. On a découvert plein de choses. Comme je disais, en temps normal, nous, un match à Revel de championnat, c'est 100 personnes. On a joué contre Blagnac, c'était 1000 personnes. On a joué contre Paris, c'était 10 000. Quoi. Et donc tout ça, je pense qu'on ne revivra jamais. Et donc il fallait découvrir et assumer tout cela. Je pense que ça en est pas mal sorti. Aussi être sollicité presque tous les jours, même tous les jours, et c'était plaisant, hein, c'était agréable parce qu'on parlait du club, mais par une télé, par une radio, par des journaux, ça évidemment qu'on ne savait pas non plus. Dans l'ensemble, on a eu des retours très positifs et j'espère que ça va se concrétiser par une augmentation de licences auprès de nos jeunes. Je pense, parce qu'on a déjà les premières approches où beaucoup de... Après Cédric s'occupe de la partie senior, mais je vois à l'école de foot, on entend parler de jeunes qui veulent venir chez nous. Et ben ce serait une juste récompense, on souhaite ça. Et justement, comment gère-t-on l'après-Coupe de France?
On s'attendait à une petite phase de décompression, on va dire, après le parcours. Comme ça se passe principalement dans tous les clubs, quand on fait un bon parcours en Coupe de France, derrière, il y a toujours, ça amène une certaine dynamique. Et une fois qu'on se fait éliminer, derrière, il y a un petit... Donc nous, on a bien enchaîné la semaine qui a suivi. Je pense que tout le monde était, on va dire, quasiment redescendu sur terre. Et on a eu une petite période de 15 jours où on a eu deux résultats négatifs, notamment un à la maison. Mais les joueurs ont su vite se remettre à l'endroit, vite reprendre la mesure du championnat. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'en ayant joué notre match en retard, on se retrouve toujours premier ex-aequo avec le Rodéo et l'Usonac. Donc c'était pas prévu pour nous, c'était pas programmé. Nous on visait l'objectif du maintien puisqu'on venait de monter. On est largement dans les clous, donc maintenant adviendra ce qu'adviendra sur cette fin de saison. Alors justement, une petite question un peu piège pour le président, mais grâce à cette Coupe de France, vous avez une manne qui est arrivée supplémentaire. Comment, quand on a cette possibilité enfin pour un club comme le vôtre, comment vous allez, avec ce retour sur investissement finalement, comment vous allez, quels sont les projets que vous avez envie de mettre en place grâce à ça? Parce qu'en fait, ça vous est tombé comme ça et j'imagine que c'était pas dans le budget prévisionnel. Donc aujourd'hui, comment vous allez, sans indiscrétion aucune, mais c'est génial de pouvoir se dire, voilà, je vais pouvoir faire des choses. Oui. En fait, on ne va pas pratiquer la langue de bois. Et puis, tout le monde sait compter. Il y avait 10 000 entrées payantes à Pierre Fabre. Si on fait une moyenne de 25 €, puisqu'on avait choisi de faire des places à un prix quand même assez bas, de 20, 30 et 40 €, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu à la radio dans certains stades. Mais enfin, ça fait une billetterie à 250 000 €. Bon, il y avait beaucoup de charges, parce que la sécurité de Paris ne vous explique pas. Mais enfin, on ne va pas parler... c'est surtout les projets qui est intéressant. Tout le monde imagine qu'il nous reste un petit capital quand même intéressant. Et pour tout vous dire, c'est pour ça qu'on a demandé à pas prendre de retard, c'est que tout à l'heure, on va attaquer une réunion projet club, pour justement avec... c'est une demande de nos élus pour voir comment on envisage les saisons à venir. Alors, ce que je vous répondrai de suite, c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne va pas faire. Ce qu'on ne va pas faire, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas et mettre beaucoup d'argent sur 2 ou 3 joueurs pour essayer de bien figurer et ne pas pouvoir assurer les saisons à venir. Ça, on ne va pas le faire. On va rester ce qu'on sait faire à Revel, c'est-à-dire un profil de joueur qui correspond à notre club où... On attache beaucoup d'importance à la convivialité et à l'esprit du club. Revel, c'est une petite ville de 9000 habitants. On ne vient pas à Revel pour jouer, prendre son sac et repartir. C'est pas ça qu'on souhaite. Donc ça, on sait qu'on ne va pas le faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des projets, soit aménagement de clubhouse, soit achat de minibus. On va parler de tout ça tranquillement, sereinement. Mais bien sûr raisonnablement, on va dire, dans ce monde de football qui est toujours un petit peu déraisonnable, on va dire. Et sachant que quand même, il faut pas. C'est quelque chose qui nous est tombé et c'est très intéressant pour un budget. Le budget, on l'a jamais caché. On a un budget nous de 140 000, donc c'est pas énorme. Et là, il nous tombe une manne, bien la moitié du budget qui arrive comme ça d'un coup là. Donc c'est très intéressant et on va réfléchir sereinement à ce qu'on va faire et on a une réunion à 7h15 tout à l'heure, à 19h tout à l'heure. Eh bien, Monsieur le Président, merci pour votre franchise. On n'a pas toujours ça dans le football et c'est agréable d'avoir cette générosité, cette sincérité de dire les choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On est très content que vous ayez accepté de venir nous voir. Je vais une dernière question à Nicolas qui lui se charge aussi de bosser quelque part pour vous puisqu'il est dans le développement. Et à ce propos, Nicolas, tu me disais hors antenne qu'il y a un vrai projet qui se met en place avec une vraie création d'un groupement. Tu peux nous en parler un petit peu pour conclure un peu cet échange? Oui, donc on arrive à la fin de mandat électif, c'est-à-dire qu'on arrive, il va y avoir les élections du district qui vont arriver en juillet, ensuite les élections de ligue et donc à la fédération en début d'année 2025. Donc nous, dans notre projet, on avait annoncé qu'on souhaitait accompagner les clubs et notamment humainement, puisqu'on est conscient que le modèle aujourd'hui du club de foot amateur évolue. Le nombre de bénévoles ne fait que diminuer avec, bien entendu, le Covid qui est passé par là aussi, où certaines personnes qui étaient très attachées ont découvert aussi d'autres choses à côté. Et donc, comment faire pour ramener de la compétence dans les clubs, justement pour chapeauter, on va dire, des personnes qui ont peut-être moins de compétences, ont l'envie, comme Didier, ont leur enfant qui est dans l'équipe et puis il n'y a pas forcément de personnes pour accompagner. Donc l'idée d'un groupement d'employeurs, c'est ça, c'est-à-dire de partager des postes et que ce soit sur le côté structurel d'un club avec la partie administrative ou que ce soit sur le côté plus sportif, encadrement.
et même développement, où on peut très bien imaginer un responsable du football à 11 qui serait sur 2 ou 3 clubs avec un nombre d'heures. Et là, ça serait le groupement d'employeurs qui gérerait toute cette partie administrative, management, mise en place du calendrier avec les clubs. Et les clubs, eux, ne feraient juste que payer, on va dire, ce service à ce groupement d'employeurs. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres sports. Il faut savoir qu'au niveau du football, c'est assez novateur. La fédération regarde ça d'un œil, j'ai envie de dire, j'espère, très intéressé. Et puis, on espère que ça permettra justement à nos clubs de Haute-Garonne de mieux se structurer et puis surtout d'avoir de la continuité dans leurs projets. Écoute, merci. Et tu sais que si tu as besoin de communiquer avec les employeurs, tu veux faire des sujets, on sera très heureux de t'accueillir autour de ce plateau, en toute simplicité, mais avec beaucoup de bonheur pour pouvoir essayer d'aider ce football, qui est un sport qu'on aime bien aussi, ici on parlait de sport. Merci beaucoup pour vos témoignages. Bonne continuation pour la suite de la saison. Nous avons été très heureux de vous accueillir dans l'émission. Et si on parlait de sport, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Anna Ragnier, Mélissa Garcia et Patrice Serradeil. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Anna Ragnier et Mélissa Garcia, toutes deux joueuses du Centre national d'entraînement de bowling de Toulouse, et Patrice Serradeil, qui est directeur de la performance à la Fédération française, en charge du suivi des équipes de France jeunes et adultes, ainsi que du Centre national d'entraînement au Crêpes de Toulouse. Je me suis pas trompé, Patrice? Tout est bon. Voilà, tout est bon. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. On va commencer par Anna. Anna, tu joues au bowling. Vous avez toutes les deux 15 et 17 ans. Donc Anna 15 et Mélissa 17, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous, Anna, un petit peu ton parcours en tant que joueuse et puis ton parcours personnel, scolaire ou voilà. Ok, du coup, je viens du club de bowling de Canet-en-Roussillon. J'ai commencé à jouer en 2016. Canet-en-Roussillon avec l'accent, c'est du côté de Nice, ça, non? Non, pas du tout. Explique-nous un petit peu pour les gens, précise. Oui, du coup, c'est à côté de Perpignan. Oui, voilà. C'est à Perpignan. Tu sais où t'habites, alors comme ça, c'est bien. Très bien. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'ai découvert ce sport grâce à un ami et à la publicité Ouais, voilà. Et je suis en 3e au collège du coup de Jean Moulin à Toulouse. Et tu as un petit parcours de résultats quand même? Tu as fait quelques résultats sportifs? Oui, l'année dernière, je suis championne de France. Bah voilà, faut oser le dire. Pas de problème. Et Mélissa, pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi j'ai 17 ans. Ça fait depuis que j'ai 8 ans que je joue au bowling, donc là je suis dans ma 10e année. Je joue à l'école de bowling de Perpignan. Ça fait 4 ans que je suis au centre national d'entraînement. Là je suis en classe de terminale, donc je prépare le bac. Et en termes de résultats sportifs, l'année dernière avec mon équipe de nationale, donc les Cannibals de Perpignan, on a gagné la nationale 3. Et alors une question pour toutes les deux, d'où vient cette passion pour le bowling? Parce que c'est pas un sport commun. Moi j'ai découvert le bowling grâce à un forum des associations de ma ville où il y avait différents sports. J'ai essayé et j'ai directement accroché et voilà. Du coup, moi c'est pareil, j'ai fait une semaine d'essai et j'ai vraiment adoré la rigueur qu'il faut dans le sport et voilà, c'est devenu une habitude. Tu as 7 à 8 heures d'entraînement par semaine, comment tu arrives à gérer ces 8 heures d'entraînement plus les études que tu fais? À l'internat, on a un système où on a 1 heure d'études tous les soirs, ce qui fait que on peut faire les devoirs tranquillement et
pas penser à ça pendant les entraînements. Et le rythme scolaire est quand même assez élevé. Et il faut être organisé les week-ends. Quand on n'a pas compétition, on travaille et on perd pas de temps. Et est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au Centre national d'entraînement et la façon dont ça contribue à ton développement en tant que joueuse au bowling? Au bowling, ça m'apporte beaucoup plus d'entraînement, une qualité d'entraînement supérieure à ce que j'ai chez moi. Et scolairement, ça m'apporte aussi beaucoup d'aide au travail parce que chez moi, on n'a pas cette assistance. Et je me développe mentalement, je prends de la maturité parce que je suis assez autonome à l'internat. Alors, comme on voit que tu as une collègue à côté de toi qui est là depuis plus de temps, Mélissa, on va te demander justement à toi, qui est joueuse, on va dire, de haut niveau quand même, puis tes performances, quelles sont les principales différences qu'il y a dans ton entraînement actuel et celui que tu as pu avoir quand tu étais dans ton club? Moi, du coup, ça fait 4 ans que je suis à Toulouse et depuis que je suis rentrée dans cette structure, j'ai vraiment la possibilité de m'entraîner tous les jours dans de bonnes conditions et de pouvoir varier ce que je vois à l'entraînement et comment je m'entraîne surtout. Et chez moi, je peux très peu m'entraîner parce que c'est un peu compliqué. Et, tandis qu'à Toulouse, j'ai mon coach Patrice qui nous permet d'évoluer sur les niveaux internationaux. Alors justement, tu es vice-championne de France cadette, si je ne me trompe pas. Championne dont tu l'as dit tout à l'heure, en National 3, le championnat de club, c'est ça? C'est ça. Quel enseignement tu peux tirer de ces résultats pour préparer ce championnat d'Europe dont on parlait tout à l'heure, qui arrive là dans quelques semaines? C'est quand même des titres où j'ai remporté des médailles et je me dis que si j'ai pu le faire en France, je peux essayer de le faire à l'international. C'est-à-dire que ça t'apporte de l'expérience finalement. Oui, ça apporte de l'expérience et puis sur les championnats de France jeunes, c'est en individuel, tandis que sur les clubs, je joue en équipe et c'est ce qui va nous être demandé sur les championnats d'Europe. Alors, est-ce que justement ton expérience en club, donc les Cannibals, ça s'appelle? C'est ça. Perpignan, c'est amusant. Et ça t'aide vraiment à préparer ces compétitions internationales. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y a une relation club avec ce que tu as à Toulouse ou c'est juste tu y vas de temps en temps? Comment tu organises tout ça? Moi, je les vois pendant les vacances scolaires pour m'entraîner avec eux, mais sinon, on se rejoint qu'aux compétitions. Parce que les gens qui sont au club chez toi font aussi partie de l'équipe pour les entraînements ou pas? Non, il y a des gens de chez toi qui vont aussi à l'entraînement? Non, pas du tout. En fait, c'est totalement séparé, quoi. Dans les clubs et le sport-études qu'elles ont sur le Krebs de Toulouse, non, on est totalement séparés. Alors, vous allez participer toutes les deux au premier championnat d'Europe jeunes du 23 au 31 mars prochain à Helsinki, donc c'est un gros voyage. Comment on se prépare à ce type de compétition? Est-ce que vous avez suivi un entraînement spécifique? Donc là, je m'adresse à toutes les deux. Mais peut-être que tu peux ajouter un petit mot, Patrice, si tu le souhaites, bien sûr. Du coup, oui, on a un entraînement spécifique. Donc déjà, on a la prépa physique un peu plus intensive pour tenir tout au long de la compétition. On travaille mentalement pour tenir pendant 10 jours à une compétition intensive. Et en équipe ou seul. Et on travaille la proprio pour que tout fonctionne aussi dans le système au bowling. Et au bowling aussi, on s'entraîne beaucoup sur les modes de compétition pour pouvoir avoir l'habitude de jouer pendant 10 jours. Alors Mélissa, pareil, tu vois la même chose que... C'est facile de tirer la petite jeune derrière toi, non? Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. On se connaît depuis plus de 8 ans maintenant et on a l'habitude, on vit ensemble, ça fait 2 ans. Donc c'est ça qui est bien, ça fait une bonne cohésion. Et à l'entraînement, on a la possibilité de s'entraîner ensemble. Donc c'est aussi bien pour l'esprit d'équipe, vu qu'on va jouer ensemble sur les épreuves de doublette et d'individuel. Alors Anna, tout à l'heure, tu as commencé à parler de prépa physique. Mais est-ce que vous travaillez d'autres disciplines ou activités que le bowling tout au long de l'année pour améliorer vos performances? Non, pas du tout. On fait du crossfit un peu à côté, donc c'est à peu près pareil que la musculation. Juste, ça nous permet de développer notre cardio et certains mouvements et du gainage, surtout. Alors vous êtes encadrés, là je m'adresse un peu à tous les trois, mais donc on parle de physique justement. Il y a comment ça se passe? Il y a des entraîneurs spécifiques pour les aider à se développer. Comment ça se passe? Dans le cadre de leur entraînement, oui, on a un préparateur physique qui est aussi préparateur mental. Et on a une programmation en fait qui est en place tout au long de l'année. Et là, effectivement, on a parlé tout à l'heure d'une préparation spécifique. On est dans la dernière ligne droite, donc on pourrait parler d'affûtage. On a fait du gros renforcement il y a quelques mois de ça, et puis là maintenant, ça s'est un petit peu allégé. On travaille plus les placements, la proprio, il y a tout un tas d'exercices qui... C'est ça, on se rend pas compte, parce qu'on parle de bowling, on a une image du bowling qui est un peu, on en avait déjà parlé dans une autre réunion, un peu loisir, on va dire. On a du mal à imaginer quel type de travail il faut faire par rapport à ce sport-là. On se dit, on lance la boule et terminé. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça.
Effectivement, alors on pourrait faire un parallèle avec le golf. En fait, on travaille, on a besoin c'est pas la même énormément. balle quand même, parce que le parallèle il est un peu petit. Hein. Oui, la balle est plus petite. Simplement, l'ancrage au sol est le même, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande, que ce soit dans le golf, pour les golfeurs ou les bowlers, ce qu'on appelle les joueurs de bowling, on a besoin d'avoir un bas très fort et un bon gainage de manière à pouvoir libérer l'eau et d'être beaucoup plus fluide sur le haut du corps. Donc on a comme au golf un swing qui va nous permettre d'envoyer régulièrement. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'avoir des petits robots qui soient en capacité de répéter le même geste pendant de longs moments, puisqu'une compétition ça dure 3 heures. Donc voilà, donc on travaille énormément le bas du corps, elle a parlé de proprio, et on travaille le gainage, le placement du bassin, etc. Alors moi j'ai une question les filles, en quoi consiste une compétition de bowling? Ça va dépendre des formats de compétition, mais souvent, par exemple là au championnat d'Europe, on va jouer 6 parties de qualification. Et ensuite, à l'issue de ces 6 parties, il y aura un classement qui sera effectué. Là, ils vont prendre les 4 meilleurs et on va faire des matchs, la première contre la 3e, la 2e contre la 4e. Et celle qui fait la plus grosse partie passe en finale par la suite. Alors, vas-y. On peut faire un petit... C'est 1 contre 4. Okay. Bon, enfin bon, je sais pas. J'avais prévu un peu plus tard, mais justement, là, une petite question là, au technicien, à l'entraîneur. Comment on sélectionne justement ces joueurs ou ces joueuses pour un championnat d'Europe? Ça se passe comment? Alors, si je pars vraiment à la base, on a tous les ans une journée nationale de détection dans laquelle on va évaluer les jeunes talents. Ça démarre déjà sur des 13, 14, 15 ans. On essaie de les recruter assez tôt. Et ensuite, ils sont regroupés dans des équipes de France de moins de 19 ans et dans lesquelles donc, on les prépare. Nous avons un processus de sélection qui est basé sur de la performance, mais pas que. À leur âge, on regarde tout un tas de paramètres, notamment l'assiduité, le travail régulier qu'ils peuvent faire. On a des retours d'entraînement, puisqu'ils sont... mis à part ceux qui sont sur Toulouse que nous pouvons suivre, tous les autres sont éparpillés un peu partout en France. Donc il convient de pouvoir les suivre à distance avec leurs entraîneurs. Et tout ce travail-là, en fait, il est fait de septembre à début janvier. Et on a tout un tas de data qui nous permettent après de sélectionner 4 filles et 4 garçons qui vont représenter la France chez les moins de 19 ans. Donc ça rentre dans le cadre de ton travail justement en tant que suivi de ces jeunes, alors jeunes et adultes, d'après ce que tu nous disais tout à l'heure. Et en fait, tu es au centre national d'entraînement de Toulouse. Donc tu as ces jeunes filles-là. Il y en a d'autres qui sont aussi, des garçons qui sont aussi au centre avec toi? Alors, pour tout vous dire, on parlait tout à l'heure de Covid et de problématiques liées à cette maladie. On a subi... je pense qu'à l'heure actuelle, on est très peu nombreux. Dans l'analyse que l'on fait, c'est que les bowlings sont restés fermés quand même pendant 2 ans, suite au Covid. Là, donc, on n'a pas pu travailler dans le développement. On subit tout de suite un petit peu ces problématiques-là. Donc, on n'est pas très nombreux. On a démarré l'année à 4. Habituellement, nous sommes entre 10 et 12 sur le centre d'entraînement, ex-Pôle France. Et on est dans une période de reconstruction, on va dire ça comme ça, et puis avec l'objectif de retrouver un nombre de jeunes conséquents. Alors, on va revenir à la compétition qui arrive là. Ça se déroule sur combien de jours? Alors, les compétitions de bowling, c'est hyper long. Donc, on part sur 10 jours. 10 jours de compétition. Mélissa vous a donné un petit peu les contenus. Sachez que dans une compétition, alors chez les jeunes, on a des épreuves individuelles qui vont démarrer, garçons et filles. Ensuite, on a des épreuves en doublette et en équipe de 4. Et quand tout ça est terminé, on prend les meilleurs qui vont faire une compétition, ce qu'on appelle les masters. C'est un petit peu un système pyramidal avec des matchs directs et des éliminations directes. Donc, il y a 4 grosses compétitions sur 10 jours. Et quels sont vos objectifs sur cette compétition? Alors, on a effectivement... on a eu depuis ces dernières années de très très bons résultats. On a les filles qui sont championnes d'Europe en équipe de 4 et en individuel. On a fait des super résultats avec les garçons il y a quelques années. Donc on part toujours sur un principe de podium, au moins dans les épreuves. Pour nous, ce qui nous fait rêver le plus, là, ce sont les équipes de 4. Quoi. Alors là, c'est l'entraîneur qui parle avec sa passion. Moi, j'ai envie que les filles me disent ce qu'elles pensent, quel est leur objectif, toutes les deux, de ce championnat d'Europe. Alors moi du coup pour le championnat d'Europe en équipe de 4 ce serait de faire un top 4 et avec Mélissa en doublette pareil un top 4 et pour ma première année seule je cherche pas un résultat forcément une médaille ou quoi mais prendre de l'expérience pour venir encore plus forte sur les Europes d'après. Et pour ma part j'aimerais beaucoup faire une médaille avec Anna, ce serait vraiment une très belle réussite.
Et après, pareil, une médaille en équipe de 4 et avoir un bon classement individuel. Et alors pour finir, les filles, quels conseils donneriez-vous aux jeunes joueurs de bowling ou joueuses qui aspirent à représenter leur pays dans des compétitions internationales comme vous le faites, enfin comme vous allez le faire? Faut pas lâcher, faut continuer et surtout faut prendre du plaisir à l'entraînement parce que sans plaisir, il n'y a pas de résultat après. Donc voilà. Oui, alors moi c'est pareil, c'est le plaisir, je trouve que c'est le plus important. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour la saison à venir et pour ce championnat d'Europe. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans Ici on parlait de sport. Et puis s'il y a la médaille, vous revenez automatiquement nous raconter la médaille, hein, Patrice. Avec plaisir, on compte sur vous. Hein. Ouais, on va vous suivre en tout cas. Et je rappelle les dates, c'est de 23 mars, c'est ça? 23 mars au 31 mars. D'accord. Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Nicolas Baillot, Didier Roch, Cédric Garcia, Anna Ragnier, Mélicia Garcia et Patrice Serdeil. Et si on parlait de sport, la prolongation. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour la prolongation et le quiz avec nos invités Nicolas Baillot, Didier Roch, Cédric Garcia, Anna Ragnier, Mélissa Garcia et Patrick Serradeil. Merci Pauline. Donc le quiz, c'est de tradition dans cette émission, on est dans la 40e en plus, donc c'est un chiffre clé. On va poser des questions de football aux gens du bowling et des questions de bowling aux gens du football. Donc on va voir vos connaissances générales dans le sport, donc ça va voir si vous suivez un peu le sport. C'est très simple, vous avez qu'à vous laisser faire et à la fin, si vous ne départagez pas, il y a la question clé sur les Jeux Olympiques. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. On va commencer par le football. Question 1. Quelle discipline ne se pratique pas au bowling? Quille de 9, quille de 8, quille de 7. Quelle discipline ne se pratique pas au bowling? La réponse, on va dire 7. La réponse C, et c'est une bonne réponse. Alors, un point, tu comptes les points. Voilà, donc on va passer maintenant, mesdames, le bowling et Patrice. En quelle division évolue actuellement l'US Revel? En Régional 1, en Régional 2, en Régional 3? En Régional 1. Bonne réponse. Excusez-moi sur le... Voilà. Combien de clubs de bowling existent en France? A, 100, B, 300, C, 500. 100, 300 ou 500? De clubs, on parle de clubs, oui. Il faut une réponse. 300. Et non, c'est 500 clubs recensés. On repasse au bowling. Donc, question pour... dans quel stade s'est déroulée la rencontre de l'US Revel et le Paris Saint-Germain? Stadium de Toulouse, Stade Ernest Vallon ou Stade Pierre Fabre? Au Stade Pierre Fabre. Bon, ça va, il y en a qui ont suivi l'entretien. Bravo, mesdemoiselles. Question 3 pour nos amis du football. Dans quel pays l'histoire du bowling a-t-elle commencé? A, aux États-Unis, B, en Australie, 3, en France. Générique. Les États-Unis. Bravo. Eh oui, c'était le bowling, donc voilà. C'est avec nos amis anglais ou anglophones ont quasiment tout inventé. Donc, voilà. Et alors, la dernière question pour nos amis du bowling. Combien de licenciés sont recensés en Haute-Garonne? 43 500, 42 000 ou 50 000? 43 500, 42 000 ou 50 000? 43 500. Bravo. Alors, actuellement, bowling 3 et football 2. Alors, comme on est fair-play dans un sport, vous êtes tous d'accord avec nous, on va remettre tout en jeu dans la dernière question sur les Jeux Olympiques. Comme ça, il n'y aura pas de discussion. Là, par contre, il y a la petite sonnette à côté et c'est le premier qui sonne. Donc, un jeu rapide. Il faut taper sur la petite sonnette et vous donner la réponse. Vous êtes prêts? Attention, on y va. C'est pas simple. Combien d'heures à la main a mis Hugo Gattoni pour réaliser le zapping visuel des Jeux Olympiques 2024? 1000 heures, 2000 heures ou 3000 heures? 2000. Bravo. Eh ben donc fair play, donc le football revient dans la dernière ligne droite. On est à 3-3 et parce que ils ont gagné l'épreuve phare, donc c'est le football qui l'emporte sur la ligne. Bravo en tout cas. Merci à tous pour votre participation et votre fair play dans ce quiz. C'est la fin du match et de cette 40e émission Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, fin du match et de cette 40e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Nathan Coquille et Pauline Goston-Conduite.
Et on commence l'agenda de la semaine avec du golf et les Players Championships à Ponte Vedra Beach aux États-Unis du 14 au 17 mars. Toujours à cette même date, Coupe du monde de biathlon à Canmore, au Canada. Du 15 au 17 mars, il y aura les championnats du monde de short track à Rotterdam, aux Pays-Bas. Encore du 15 au 17 mars, le saut à ski est à l'honneur à Vikersund, en Norvège. Du 16 au 24 mars, les championnats du monde de curling à Sydney, au Canada. Il y aura du cyclisme sur route le 16 mars avec la grande classique Milan-San Remo et du 18 au 24 mars, le Tour de Catalogne. Du 16 au 24 mars, les championnats du monde de ski alpin se dérouleront à Saalbach en Autriche. Du 18 au 24 mars, il y aura les championnats du monde de patinage artistique à Montréal, au Canada. En football et notamment en Ligue Europa, il y aura la phase retour qui se déroulera le 14 mars. Marseille est en déplacement à Villarreal pour tenter de se qualifier après sa victoire au Vélodrome. Toujours en football, mais cette fois en Ligue 1, Toulouse reçoit l'Olympique Lyonnais le 15 mars et Montpellier sera en déplacement au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Et côté rugby, reprise du tournoi des 6 nations avec le dernier match. Le 15 de France reçoit le 15 de la Rose le 16 mars pour le crunch. Et au programme de la semaine prochaine, nous parlerons d'une discipline qui se joue et se gagne sur tapis vert, la plupart du temps, des boules de couleur ou pas, des queues dites de billard, le tout autour d'une table dont le premier modèle aurait été conçu et réalisé en 1469. Bref, s'il ne date pas d'hier, le billard a de nombreux adeptes de par le monde et vous pouvez vous adonner à ce sport qui propose de nombreuses variantes, l'américain, le blackball, le carambole, le snooker, à découvrir en première mi-temps. En deuxième mi-temps, plus connu sous le terme de Kung Fu, nous vous proposerons de découvrir le Wushu, sport de compétition des arts martiaux chinois traditionnels. Il est créé en République populaire en Chine en 1949 afin de standardiser la pratique des arts martiaux chinois. Ce n'est pas seulement un art de self-défense efficace, c'est aussi un art de vivre, une philosophie de vie, une méthode d'épanouissement personnel et de développement du potentiel physique et mental. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Et merci à Didier Roch, Cédric Garcia, Nicolas Bayod, Anna Ragner, Mélissa Garcia, Patrice Serradey et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la 40e émission de Et si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Conduct à l'animation radio et au montage son, Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduct, co-animatrice de l'émission, et Nathan Coquille, chroniqueur, pour vos aides précieuses pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci Laurent, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.